Bonjour à tous, bienvenue sur Québec, le podcast. Aujourd'hui, on va continuer la partie 2 des questions-réponses avec les joueurs, avec une formule vraiment différente parce que la vidéo que j'avais faite l'autre coup, c'est bien cool. C'était là le mot que je voulais placer. Mais ça a pris vraiment trop de temps à faire. Fait que, on va essayer d'aller dans un format moins visuel, un format plus podcast, parce que pas tout c'est ça, Québec podcast. Fait que c'est ça. Fait que on va y aller plutôt avec des juste. Je vais lire les questions, je vais lire les réponses, puis on va jaser de ça. Ça se peut que je fasse une coupure dans la vidéo, mais je sais pas pourquoi je dis ça. De toute façon, on n'en remarquera pas parce qu'on a une coupure. Fait que on va commencer tout de suite. Donc aujourd'hui, on va parler des réponses de Justine, Dennis et de Nicolas. On a un joueur de moins que la dernière fois, mais les joueurs ont donné beaucoup de détails sur leurs réponses. Fait que je pense qu'on va quand même avoir une vidéo bien chargée. On va tout commencer avec la première question que j'avais posée à Justine. Justine, quel était ton état d'esprit par rapport à la décision de passer le défi en raison d'un manque d'énergie? Si on se rappelle, elle avait été malade puis elle avait décidé de ne pas faire le défi. Ta réponse. Mon état d'esprit était assez difficile à expliquer, je te dirais. Je me suis levé une dizaine de fois pendant la nuit parce que je ne faisais que vomir. Effectivement, ça doit pas être super cool. Le matin, en me réveillant, je n'avais vraiment pas beaucoup de force. Je regardais les gens manger leur riz et je devais aller dans le bois pour reprendre mes esprits pour ne pas être encore une fois malade. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est que je sais que ça aurait pu être une épreuve pour moi. Ça finissait avec un casse-tête et Dieu sait à quel point j'en ai parlé pendant la saison. Effectivement, Justine a plusieurs fois, dès le début, en fait, elle parlait déjà qu'elle était forte en casse-tête. Fait que, effectivement, ça devait pas être super pour elle. Euh, Juste avant de me rendre sur la plateforme où Patrice se trouvait, j'ai rencontré le médecin, comme avant chaque épreuve, et il m'a donné le choix de faire le défi ou de ne pas le faire. Je lui ai demandé si ça allait affecter ma présence dans le jeu, et il m'avait mentionné, puisque c'est un enjeu médical, ça n'affecterait pas ma présence. Que ça n'affecterait pas ma présence. Mais que je pouvais tout aussi bien être éliminé cette soirée-là. J'y ai vraiment pensé, mais comme j'avais dit à Patrice, à ce moment précis, ma santé était beaucoup plus importante qu'une immunité. En revenant du conseil cette soirée-là, j'ai, encore une fois, eu plusieurs complications en étant encore malade. Donc, clairement que, tu sais, je veux dire, ils ont montré certains bouts à la télé. Je pense pas qu'ils aient montré quand elle était revenue qu'elle était encore malade, mais c'est clair, pour vrai, c'est clair que c'est arrivé dans d'autres Survivors aussi. Je pense pas plus tard que le Survivor US 44, le dernier qui a passé, il y a Carson qui avait été malade aussi. Je pense qu'il avait participé au défi, mais ça reste qu'il était pas sûr pendant tout. Ça m'a fait penser à ça quand c'était arrivé à Justine. Fait que ça a l'air c'était pire. En tout cas, c'est ça que je crois comprendre. C'était pire que ce qu'on a vu à la télé, l'état justement de santé à ce moment-là de Justine. Donc, en tout cas, fait que ça répond à la question. Deuxième question que je lui avais posée. Avais-tu déjà eu l'envie de sortir JJ ou quelqu'un de la grosse alliance plus tôt dans le jeu? Je m'attendais. J'ai pas encore lu la réponse. Je la lis en même temps que. J'apprends en même temps que vous autres, tu sais. Mais je m'attends qu'elle dise oui, mais on va voir. Elle répond, bien sûr que j'ai eu l'envie de sortir JJ ou quelqu'un de la grosse alliance. En fait, mon plan c'était de me faire protéger pour la première élimination de la fusion, puisque je n'avais pas eu la chance de parler à JJ, Chris et Sango. Je savais que c'était une grosse alliance et que c'était difficile d'y rentrer. Par contre, en donnant des informations sur le plan de Sango, les informations qu'elle a eues sur le bateau barbecue, euh, je venais de rentrer tranquillement dans l'alliance aussi, et du même coup, ça me protégeait quand même un peu. Rien n'empêche que j'avais envie d'éliminer un des membres. J'ai eu plusieurs fois le désir d'en discuter avec Kim parce que je sentais que qu'on se comprenait sur la façon qu'étaient discutés les plans de l'Alliance. C'est ça qui est écrit. Par contre, si je lui en parlais, j'avais peur qu'elle en parle à Chris, qui était le bras droit de JJ. J'ai donc laissé tomber le plan. Donc, en tout cas, moi personnellement, ça répond beaucoup parce que moi j'ai eu mes théories sur quelle était la stratégie de Justine. Moi j'ai longtemps pensé que c'était
Sa stratégie était, je me rends au final 5, puis au final 5, j'essaie de me rendre au 4 pour faire le firemaking. Là, déjà, il n'y a pas eu de firemaking, fait que ça brise ma... Mais en même temps, eux le savaient pas non plus, mais ça reste que ça brise ma théorie. Ma théorie n'a pas fonctionné plus tôt. Puis là, je crois comprendre qu'effectivement, ce qu'elle voulait, c'était de la protection. Fait que jusque-là, ça, je m'étais pas trompé. Euh, mais que c'est ça, j'ai l'impression qu'il y avait une affaire de peur l'autre avant de ça. Ben, en fait, c'est exactement ça. J'avais peur qu'elle en parle à Chris, qui était le bras droit de JJ. Tu sais, il y avait clairement quelque chose de peur en arrière de ça. La grosse alliance était tellement dominante que c'était... Je comprends tout à fait comment ça s'est joué pour elle, je pense. Fait que c'est le fun, ça a éclairci quand même une question que... Des trucs que je me demandais sur son jeu. Troisième question que je lui ai demandé. Quelle est ton opinion sur l'île de la Rédemption? Je vais prendre une petite shot d'eau, puis je vais vous lire ça. Ok. Mon opinion face à l'île de la Rédemption est assez mitigée. D'un côté, je me dis, si tu as été éliminé, c'est parce que tu es éliminé pour de bon. Pourquoi tu aurais une deuxième chance pour revenir dans le jeu? Mais de l'autre côté, c'était tellement un sentiment d'adrénaline, sachant qu'une autre personne allait revenir, en étant encore dans le jeu principal, elle met principal entre guillemets. Tu n'avais pas envie d'aller sur l'île de la Rédemption. Par contre, en étant sur cette île, tu avais des opportunités incroyables de récolter des informations de tous les gens qui allaient te rendre visite. Ce qui ne peut qu'être bon pour ton jeu futur. Effectivement, 100%, puis je pense que je l'ai dit au travers de mes analyses, c'est comme Exile Island. Exile Island, c'est pas tout à fait pareil que l'île de la Rédemption, mais ça ressemble un peu. L'île de la Rédemption, on ramasse quelques joueurs, là, c'était 3 cette saison-ci, mais ça a déjà été 2, il me semble. Puis il y avait des défis qui se jouaient pour voir qui va rester, qui va rester. Exile Island, c'est que tous les éliminés se ramassent sur une autre île, il n'y a plus de défis, il faut juste qu'ils survivent. Puis, à un moment donné, il y a un défi, puis il y en a un qui revient. Fait que là, ça fait comme un défi comme à 10 personnes d'un coup, puis il y en a une de ces personnes-là qui rentre en jeu. Toutes les autres personnes sont officiellement éliminées. Mais le problème de ça, justement, d'une deuxième île comme ça, c'est que tu te rapproches des gens qui pourraient voter pour toi. Puis on l'a vu avec la twist d'Exile Island, mais j'en avais parlé justement dans les analyses, mais tu sais, il y a un joueur qui a gagné la saison, qui a joué peut-être au total 9 jours, quelque chose de même, dans le jeu principal, si on le met en guillemets encore. Fait que, comme elle dit, c'est ce côté, tu sais, moi personnellement, j'aime bien l'île de la Rédemption pour ce que ça représente, mais le côté justement que tu te rapproches des gens qui vont voter, ça c'est moi aussi, j'ai un peu de misère. Je pense pas, mettons, que cette saison-ci, Nico l'a eu comme facile, si on veut, avec tout ça. Je pense pas qu'il y a eu des votes gratuits à cause de ça. Je pense vraiment pas. Je pense que Nico, il y a vraiment un jeu qui lui méritait de gagner avec justement, tu sais, comment il a joué, comment il s'est défendu au Final Tribal. Mais ça reste que on peut quand même pas le sortir de la tête parce que, je veux dire, c'est là. C'est arrivé. Il y a eu des moments privilégiés avec les gens du jury. Fait qu'on peut pas le mettre de côté. Faut quand même garder ça en tête. C'est le morceau que je suis comme un peu plus mitigé moi-même sur ça. Mais sinon, de façon générale, j'aime bien l'île de la Rédemption beaucoup plus que Exile Island. Exile Island, sérieusement, je veux jamais revoir ça. Personnellement, je veux jamais revoir ça dans Survivor. Ensuite. J'ai demandé à Justine, le gagnant de Survivor Québec, est-il un bon gagnant selon toi? Sa réponse, Nico est sans aucun doute un très bon gagnant. Ça revient un peu à la question sur l'île de la Rédemption. Bon, je pense qu'elle va revenir un peu sur les points que je viens de donner. Nico a gagné tous les défis, a récolté toutes les informations nécessaires avec les gens qui étaient éliminés, et est revenu en faisant partie de la plus grosse élimination de la saison, effectivement, et a donné le meilleur plaidoyer possible. Encore une fois, effectivement. Et comme dans les saisons américaines, ce n'est pas toujours la personne la plus forte avec le plus gros caractère qui gagne. Nico en est là. Ah, excusez, j'ai fait un saut de ligne. Nico en est la preuve. Je vais corriger ce que j'ai écrit. Nico en est la preuve. Il est aussi, je crois, un excellent ambassadeur pour représenter la première saison de Survivor Québec. 100% d'accord.
Je me demande si c'est quelqu'un qui est pas d'accord avec ça. Pour vrai, si dans les commentaires, quelqu'un qui écoute n'est pas d'accord avec ça, écrivez-moi pourquoi. J'ai de la misère à voir. Moi, personnellement, je trouve Nico est un excellent gagnant. Puis j'ai l'impression que tout le monde va dire ça, mais j'aimerais ça l'opinion de quelqu'un qui est pas d'accord pour voir pourquoi. Genre. De l'autre côté de la médaille, ça. Je me demande. Ensuite, je demandais à Justine. Quel a été ton défi préféré et ton pire défi? Mon défi préféré a été celui où Nico et moi avons terminé avec un labyrinthe roulant et le saut d'eau. Je suis comme pas sûr, je me rappelle pas c'est quoi. Ah les gars. De savoir qu'on pouvait faire une différence sur une épreuve d'immunité, c'était incroyable. De plus, chez Tiaga, c'était Joël qui a été nommé. Donc, de l'avoir battu sur un jeu de casse-tête, le sentiment est incroyable. Mon pire défi a été celui avec les grosses cages que nous devions grimper, tirer des boîtes avec des poids à l'intérieur et terminer avec un casse-tête de poisson. Honnêtement, plus j'y pense, plus c'est un défi. Qu'à même y penser, je ne pense pas que j'aurais pu faire mieux. Il y a beaucoup de fois le mot penser dans cette phrase, mais c'est pas grave. Dans le sens où il pleuvait très fort, la mer était agitée et je terminais seul l'épreuve. Effectivement, ça, je pense que le premier défi, je leur place, c'est genre, il fallait qu'ils roulent une grosse boule, puis là, quelqu'un monte dessus, puis il tire des trucs. Il enlève des trucs qui sont accrochés, genre. Il me semble que c'est ça. Fait que ça serait son défi préféré. Puis le pire défi, honnêtement, lui et tout, quand j'ai vu ça, j'étais comme, tabarnouche, ça n'a pas l'air évident. Tu sais, il était comme dans l'eau, puis là, il fallait qu'il traîne un espèce de serpent, comme au travers d'une cage, une affaire de même. Tu sais, en tout cas, c'était avait l'air de quelque chose. C'était au début de la saison. C'est un challenge d'équipe, là, c'est clair, parce que ça devait, je sais pas comment ça devait peser, mais c'était challenge-là, ça avait l'air dur. Là. Tout le bout dans l'eau, ça avait l'air vraiment compliqué. Après ça, j'ai demandé, est-ce que tu jouerais différemment ou aurais-tu le même jeu? Sa réponse, bien sûr que j'aurais joué différemment. Premièrement, j'aurais aimé avoir plus de discussions stratégiques dans la préfusion. À la fusion, je me serais joint à toutes les personnes qui n'étaient pas dans la grosse alliance pour éliminer celle-ci. J'en ai parlé avec les personnes concernées par la suite et bien évidemment que c'est facile d'en parler alors que c'est terminé. Mais j'ai eu cette pensée pendant toute la fusion. C'est sûr que quand t'es comme... Ça, je le comprends aussi. Quand t'es déjà comme... T'as déjà le pied dans le mécanisme. Quelle expression horrible que je viens de dire, le pied dans le mécanisme. Ah les gars, quand c'est déjà commencé, là, ben c'est comme, ok, il est trop tard pour reculer. Puis si tu recules, ben ils vont juste se tourner contre toi. Fait que c'était... je comprends vraiment qu'est-ce qu'elle dit quand je jouerais différemment. Puis tous ces points sont valides. Euh, Après ça, j'ai demandé quelle est ta préparation pour le jeu. Je considère que je ne me suis pas assez préparé. Je savais que je n'avais pas besoin de préparation pour mon jeu social, puisque ce côté-là est assez facile pour moi. J'ai beau avoir regardé plusieurs saisons de Survivor pour me permettre de mieux comprendre certaines stratégies, je ne pense pas que ça a changé quelque chose. J'aurais aimé mieux me préparer sur tous les aspects, physique, logique, stratégique. Donc, je pense que c'est la première, peut-être qu'elle s'est moins préparée pour le jeu. En fait, elle nous a pas exactement dit comme en détail qu'est-ce qu'elle a fait, mais elle a plutôt dit qu'elle s'est pas assez préparée. Puis c'est comprenable. Puis honnêtement, c'est que c'est... Dans un sens, c'est qu'elle a... Ben, je veux dire, mettons, ok, physique, logique, stratégique, oui, tu peux comme faire des casse-têtes, faire du sport, des trucs comme ça. Mais c'est vrai aussi que tu peux tellement pas te préparer à tout parce que tu sais pas sur quoi tu vas tomber là-bas, tu sais pas contre qui tu vas être. Fait que... C'est ne pas se préparer. Est-ce que ne pas se préparer, ça serait une stratégie? En tout cas, en le disant, je comme pense pas, mais en tout cas, il y a quelque chose à réfléchir là-dedans. Mais de toute façon, en général, elle trouve que c'est pas assez préparé. Sinon, la question, comment te réadaptes-tu à la vie quotidienne après le jeu? La réponse, le retour à la vie quotidienne est assez difficile. Ça va beaucoup mieux, mais c'est encore difficile. Les premières semaines, j'étais plus dans la nostalgie. J'avais envie d'y retourner puisque je sentais que j'appartenais aux Philippines et à ces îles. De savoir que je devais revenir à la réalité entre guillemets, c'était difficile. C'est comme s'il y avait trop de monde, trop de conversations. Il me manquait un sentiment d'adrénaline.
Ce sentiment s'est estompé petit à petit pour faire place à de la tristesse face aux commentaires que je recevais sur les médias sociaux. Bien sûr, j'ai fait le choix de participer à une télé-réalité qui allait être visionnée par plusieurs milliers de personnes, mais on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre. Depuis que c'est terminé, je revis un peu la nostalgie du début. Je comprends tranquillement que c'est réellement terminé pour de bon et je me rends dans tous mes états. J'essaye de me trouver un projet assez excitant pour retrouver les sentiments que je vivais là-bas, mais je n'ai rien trouvé encore. Haha. Effectivement, ça doit être très difficile de. Il n'y a rien qui remplace ça. C'est une expérience tellement unique que s'il n'y a rien, je pense, qui peut remplacer ça. Il faut. En tout cas, je l'ai pas fait là, fait que je ne sais pas vraiment, mais tu sais, c'est clair qu'il n'y a rien qui peut. Je pense pas qu'il y a rien qui peut comme aller chercher qu'est-ce qu'on ressent quand on est là. Puis j'aimerais faire une parenthèse sur les commentaires négatifs qu'elle reçoit. Les gens, je sais pas c'est quoi exactement. Honnêtement, j'ai comme pas trop suivi toutes les affaires de médias sociaux parce que je voulais pas me faire spoiler pendant la saison. Mais les gens qui envoient des commentaires négatifs, sérieux, genre, calmez-vous. C'est une émission de TV de 1. De 2, on voit pas tout. Il y a du montage puis tout sérieux, là, le monde. Je sais pas c'est quoi qu'elle a reçu. Je sais pas, mais je peux m'en douter parce que j'ai vu l'émission. Fait que je peux. Tu sais, honnêtement, juste. On regarde qu'est-ce qu'elle a fait, puis je vois, ok, tu sais, mettons, pas participer à certains défis, mais elle le sait, là, elle le sait, puis en tout cas, je sais pas c'est quoi les commentaires négatifs, mais sérieux, fermez vos boîtes. Le monde qui envoie des commentaires négatifs. Ça sert à rien. Puis, je veux dire, parlez-en, vous pouvez en parler, mais juste, genre, aller comme blaster le monde, ça sert à quoi? C'est ça. Ensuite, j'ai demandé, est-ce difficile de ne rien divulguer du jeu pendant plusieurs semaines? Pour ma part, ça n'a pas été très compliqué. Dans ma vie de tous les jours, entre parenthèses, pas dans le jeu, bien sûr, je suis une vraie taupe. Quand on me dit de ne pas dire quelque chose, je ne dis rien. Je garde ma parole et je savais que tout allait être présenté quand même. Tu veux aussi donner un suspense à ceux qui l'écoutent. Je vais juste comme replacer parce que mon texte est vraiment mal placé. Fait juste. Ah voilà, ça va être le même. Pardon. Tu veux aussi donner un suspense à ceux qui l'écoutent. C'est tellement agréable, je trouve. Il y a comme. Là, c'est peut-être. En tout cas. Je dirais que de ne pas dire que j'allais participer à l'émission était plus difficile qu'au retour. C'est moi, mais je comprends qu'est-ce qu'elle veut dire. C'est peut-être la formulation, mais je comprends qu'est-ce qu'elle veut dire. Mais de toute façon, façon générale, elle a dit en gros que ça n'avait pas été trop compliqué. Puis je trouve ça intéressant parce qu'à date, il me semble que tous les joueurs ont dit que ça n'avait pas été trop compliqué. Je m'attendrais qu'avec genre du monde tannant, qu'il aille les voir tout le temps. Hey, c'est quoi qui se passe, quoi qui se passe, quoi qui se passe. Mais peut-être ça se passe pas ou peut-être c'est juste facile de le dire. Je sais pas, je te le dis pas. Fait en tout cas, mais c'est cool en tout cas que ça je dis non mais là, en tout cas, je dis beaucoup trop. En tout cas. Ouais. Fait que non, c'est cool que ça a l'air de pas être trop compliqué à date dans tous ceux qu'on a vu de garder ces réponses-là secrètes, ces informations-là secrètes plutôt. La dernière question, avec quel joueur parles-tu encore? Je dirais qu'on se parle tous ici et là. Par contre, j'entretiens de gros liens avec Sandrine, Maryse, Karine, Sylvain et Nico. J'aime vraiment tout le monde et je remercie l'émission de les avoir mis sur mon chemin. Sans tout ça, nous nous serions jamais vraiment rencontrés. Effectivement. Puis on le voit de plus en plus aller dans les photos qui passent sur Instagram et tout ça. C'est vraiment une espèce de grosse gang. Tout le monde se voit puis tout. Puis ils vont dans des chalets puis des affaires dans un. Ils ont l'air d'être poches. Donc ça fait le tour pour les questions que j'avais posées à Justine. Merci beaucoup Justine d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. C'est vraiment beaucoup apprécié. Et on va passer maintenant aux questions que j'ai posées à Dennis. Imaginez-vous une petite musique qui switch, là, un petit thème là, qui dit qu'on switch de personne là, dans votre tête. Et voilà, on switch de personne. On parlait de Dennis maintenant. La première question que j'ai posée à Dennis. Quelle est ton opinion sur l'île de la Rédemption? L'île de la Rédemption ne fait jamais unanimité. À mon avis, ça ajoute un très bon twist au jeu, mais j'aurais définitivement aimé avoir cette île pour la durée de la saison entière dès le début. Effectivement, dans Survivor US, c'était pour la saison entière. Donc dès le début, on avait jusqu'au merge l'île de la Rédemption. Au merge, quelqu'un rentrait en jeu, et ensuite au merge jusqu'à genre final 5-6,
il y avait encore l'île de rédemption avec une personne qui allait revenir en jeu. Là, ils l'ont fait comme juste à demi à partir justement de la fusion. Que c'est comprenant parce que tu sais, au travers de tout ça, c'est qu'il faut qu'ils remplissent la case horaire qu'ils ont. Fait qu'il faut qu'ils fassent du temps. Fait que c'était probablement qu'ils considéraient qu'il y avait déjà assez de choses qui se passaient avant la fusion, donc il n'y avait pas besoin après la fusion d'avoir plutôt il y avait besoin seulement après la fusion d'avoir l'île de rédemption. Ensuite, j'ai demandé à Denis le gagnant de Server Québec est-il un bon gagnant selon toi? Sa réponse, Nico est fantastique, un incroyable gars, avec un incroyable parcours qui a su aussi très bien vendre sa salade au bon moment à la finale. Effectivement. Quel a été ensuite, j'ai rien à rajouter là-dessus. La question que j'ai posée ensuite, quel a été ton défi préféré et ton pire défi? Sa réponse, bien que je n'ai pas eu la chance d'en faire énormément des épreuves, j'ai beaucoup aimé le tout premier, le bateau et les catapultes. C'était le tout début et c'était des moments inoubliables. Fait que le premier défi, je pense qu'il y avait Simon, il me semble, c'était ça qu'il avait dit aussi, le premier défi. Il me semble, je pense que c'est le 20 aussi, c'est ce qu'il avait dit. Le premier défi, ça a l'air vraiment... Puis honnêtement, le premier défi est vraiment grandiose. Là. Je pense que tu commences... Il me semble qu'il commençait sur un bateau. Il commençait sur une île. Je me souviens plus s'il commençait sur l'île ou sur le bateau. Mais en tout cas, c'est le premier défi était vraiment incroyable. Puis toute première impression de tout, une première discussion avec Patrice, etc. C'est comprenable. Ensuite, il a dit ma pire épreuve était probablement celle avec les glissades huileuses. C'était pas mal nos seuls vêtements, mes shorts étaient scrap et je n'ai pas pu apporter de points à la tribu. Fait que si on se rappelle, là, c'était l'espèce d'affaire, fallait attraper des balles en glissant, là, puis après ça les lancer, je pense, dans un genre de panier de basket. Ça devait crotter en s'il vous plaît, cette glissade-là, puis le linge devait être pas mal huileux après. Après ça, je lui ai demandé est-ce que tu jouerais différemment ou aurais-tu le même jeu? Sa réponse. Je regardais le même jeu. Je préfère me faire éliminer en essayant de faire un jeu intéressant que me rendre plus loin en flottant. J'aime toujours les jeux pour le plaisir de jouer et non pour le résultat final. Fait que c'est le fun de voir ça. Je pense que Dennis est vraiment quelqu'un qui aurait été là 100% pour participer, faire des moves, y aller à fond. Tu sais, une espèce d'alliance comme Dennis, Joël, Nico, tu sais, une espèce d'alliance. Il n'est pas arrivé, je pense, cette alliance-là, mais je veux dire. Tu sais, s'il y aurait eu une espèce d'alliance ou un combat genre entre les gros joueurs stratégiques, tu sais, mettons Dennis, ça serait rendu au merge, je sais pas. Mais tu sais, Dennis, d'après moi, c'est un joueur qui aurait fait, tu sais, on le voyait, le temps qu'il était là, on l'a vu, il faisait des trucs, il faisait des moves, il faisait parler. Je pense que s'il était resté, il aurait continué de faire parler. Ça fait de la bonne TV, c'est le fun à voir. Après ça, je lui ai demandé quelle était ta préparation pour le jeu. J'ai écouté toutes les saisons de Survivor de tous les pays où ça a déjà été tourné aux Philippines. Le restant du temps, je faisais des casse-têtes. Je me pratiquais à ne pas manger pendant des longues périodes de temps. Ça aidait à une meilleure visualisation pour ne pas casser une fois rendu sur l'île. Effectivement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas juste eu... Je pense que les joueurs qu'on a eu à date, ils n'ont pas de casse-tête, de choses comme ça, mais je pense parler de pas manger, tu pourrais te pratiquer en dormant à terre, des affaires de même. Je pense que c'est légitime parce que ça va être là-dedans que tu vas être lancé. Fait je pense que c'est une bonne stratégie qu'il y a eu là comme entraînement. Après ça, j'ai demandé comment te réadaptes-tu à la vie quotidienne après le jeu. À travers la visualisation que je faisais pendant la période de préparation, j'ai su me dissocier complètement de la vie à Survivor. Mais encore là, je ne peux pas comparer mon parcours de 15 jours avec le parcours des finalistes qui ont survécu 44 jours. C'est 3 fois plus que moi. Effectivement, mais c'est intéressant par contre son point sur la visualisation. Je suis curieux d'avoir plus de détails là-dessus. Peut-être j'aurais dû lui demander en fait quand il m'avait envoyé les réponses, mais en tout cas. C'est de ma faute. Mais la visualisation qu'il faisait, ben je pense que ça vient un peu avec le point qu'il venait de dire avant, je pense, tu sais, de pas manger et tout ça. Mais c'est intéressant, en tout cas, pour lui, ça semble pas avoir été trop difficile.
C'est fort, pour vrai. Je pense que c'est le premier qui dit que ça n'a pas été trop difficile. Non, c'est pas vrai, il y a quelqu'un d'autre. C'est Sylvain qui a dit que c'était pas trop pire. Ouais, ben, Sylvain, ça a dit, je pense que ça prenait comme 3 semaines, il me semble, de mémoire. Mais, en tout cas, je trouve ça intéressant. Après ça, 7e question que je lui ai posée. Pardon. Est-ce difficile de ne rien divulguer du jeu pendant plusieurs semaines? Les gens sont très respectueux et compréhensibles par rapport à la confidentialité. Il y a une partie magique de savoir bien garder les secrets. Donc, c'était seulement ça sa réponse, mais je pense que ça en dit long. Je crois que ça n'a pas été trop difficile, suivant ce qu'il vient de dire. Ensuite, je lui ai demandé avec quel joueur parles-tu encore? Nous avons maintenant un groupe de discussion avec toute la gang. Donc, tout le monde se parle. Mais naturellement, malheureusement, comme dans la vie de tous les jours, des affinités vont se créer dans des plus petites gangs. Donc, on ne sait pas exactement, mais ça reste que, un peu comme on disait tantôt avec Justine, ça a l'air qu'un peu, tu sais, avec les médias sociaux, puis tout ce qu'on voit, tout le monde se parle, tout le monde est. Tu sais, je pense que tout le monde est proche, il n'y a pas personne qui s'est mis à dos personne d'autre. On a déjà vu ça dans le serveur US, du monde qui sont plus capables de se parler, qui se détestent à mort, tu sais. Mais je pense que Server Québec saison 1, je pense que tout le monde s'entend bien. Fait que c'est cool, ça fait une espèce de grosse gang qui ont vécu un trip unique. Fait que c'est vraiment cool. Et ça fait le tour des questions que j'avais posées à Denis. Et on va terminer ça avec les questions que j'ai posées à Nico. Donc, on va commencer. Excusez, juste parenthèse. Merci beaucoup, Denis. Là, j'allais skipper. Excusez-moi. Je veux prendre le temps de remercier les gens qui nous écrivent, justement, qui écrivent à ces questions. Parce que, justement, ils sont pas obligés puis de le faire. C'est vraiment beaucoup apprécié. Donc, merci beaucoup, Denis. J'allais l'oublier. Shame on me. Mais merci beaucoup, Denis, d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Vraiment très apprécié. Maintenant, Nico. Donc, Nico, première question que je vais poser. Imaginez-vous encore le petit bruit de musique, là. Je sais pas pourquoi c'est Mario Bros, mais c'est ça. Donc, première question que j'avais posée à Nico. La discussion autour de la limonade avec Karine était-elle convaincante? Pensais-tu qu'elle adhérait à ton plan? Si vous vous souvenez, j'avais posé un peu la même question, mais du point de vue de Karine, je l'ai posé à Karine. Fait que maintenant, on va avoir le point de vue à Nico. Somme toute, je crois que des bonnes choses sont ressorties de cette dégustation de limonade. Mes intentions principales dans la discussion autour de la limonade avec Karine étaient les suivantes. Premier point, lui faire croire l'existence du Chris et JJ Show et que tout le monde voulait voter pour eux à la fin. Elle a non seulement cru cette information, mais elle l'a aussi partagée avec les autres dans le jeu, ce qui m'a aidé. Deuxième point, lui faire croire que personne dans le jury souhaitait me voir en finale et que je ne croyais pas en mes chances si je m'y rendais. Chose qu'elle croit et partage jusqu'à son élimination, ce qui m'a aidé. Troisième point, lui ouvrir la porte à faire un grand coup contre les deux gars en m'utilisant à mon retour. Évidemment, ceci a moins marché car je ne connaissais pas son désir de se rendre en finale avec les plus forts. Cependant, en lui montrant que je voulais travailler avec elle, ça a porté à ce qu'elle m'aide à la dernière épreuve de la rédemption, alors que Chris aidait Sandrine et JJ. JJ aidaient Sylvain. Ok. Fait que, somme toute, je pense, je me souviens pas exactement de la réponse que Karine avait donnée, mais je pense que du point de vue de Nico, je pense que c'était très bien. Je pense que ce qu'il voulait faire avec cette discussion-là, ça a fonctionné. Au moment du visionnement, moi, personnellement, j'avais des doutes, je me posais bien les questions. Mais là, suivant ce qu'il nous dit, je pense que la discussion autour de la limonade, je pense qu'elle a rapporté cher. Je pense que ça l'a beaucoup aidé. Ensuite, j'avais demandé à Nico, comment as-tu trouvé ta performance lors du conseil final en la revoyant à la télévision? Je suis très fier de ma performance au conseil final, mais j'aurais aimé en voir un peu plus. Je crois qu'il voulait donner l'impression que c'était proche entre Kim et moi pendant le conseil, malgré le fait qu'elle a bien performé au conseil final. Certains des arguments et moments dont je suis très fier n'ont pas été montrés. Ça, c'est ce que j'assume. Peut-être aussi que la production a juste moins aimé ces arguments. On voit clairement que j'ai bien fait ça. Cependant, quelques joueurs sont d'accord avec moi que certains de mes meilleurs points n'ont pas été montrés au conseil final. Malgré tout,
je suis extrêmement heureux d'avoir bien performé dans ce qui a toujours été mon épreuve favorite à Survivor. Donc, ok, ben ça c'est intéressant. Ben, je pense plus tard, je lui demande justement son épreuve favorite. Ça a l'air, parce que ce que je comprends, c'est que c'est le Final Tribal, son épreuve favorite. C'est intéressant. Puis ça paraissait que c'est un gars, il me semble qu'il travaille en marketing ou communication, un truc de même. Ça paraissait c'était ben, il dit lui-même, là, c'était vraiment bien donné, puis ça a l'air qu'on a même pas vu les meilleurs bouts, suivant ce que Nico vient de dire. Fait que euh, pour vrai, c'est tout. Juste Nico, sérieux, c'est fort, c'est très fort. Forte performance, puis je pense qu'il le voit comme ça aussi. Ensuite, troisième question que je vais lui poser. À ton retour de l'île de Rédemption, à quel point es-tu confiant de pouvoir avoir un impact? Tous les joueurs qui ont sorti du jeu principal m'ont dit que la personne qui allait revenir allait repartir à son premier conseil. Donc, j'étais prêt mentalement à ce que je fasse ne fonctionne pas. En tout cas, c'est ça qui est écrit, mais j'ai comme mal lu, en tout cas. Cela étant dit, j'étais assez confiant que la stratégie que j'ai choisi de continuer à être perçue comme pas trop stratégique tout en leur lançant des vérités et des mensonges pour diminuer ma cible et augmenter celle des personnes autour de moi était celle qui me donnait le plus de chance. Effectivement, Nico, je pense que ça a été probablement une de ses stratégies les plus efficaces. Essayer de ne pas avoir l'air dangereux. Je veux dire, s'il aurait été vu comme une cible, je pense que c'était comme garanti qu'il se faisait sortir. Moi, je pensais qu'elle allait se faire sortir parce que justement la grosse alliance était écrasante, mais le move justement de Chris et Kim, ça va vraiment avoir amené pardon, ça va vraiment avoir amené Nico à aller plus loin. Puis non, fait que c'est cool. Ben, je pense qu'il avait déjà vu, suivant ce qu'il vient de dire, il avait déjà vu toutes les possibilités. Ça allait être dur, mais il faisait ce qu'il faut pour rester. Puis ça a fonctionné. Ensuite, quatrième question que je lui ai posée. Bien que tu aies gagné, est-ce que tu jouerais différemment ou aurais-tu le même jeu? C'est certain que, sachant tout ce que je sais maintenant, je m'imagine jouer certains moments de façon un peu plus parfaite, entre guillemets. Cependant, ces petits changements auraient aussi pu inutilement augmenter ma cible, me faire éliminer et m'enlever la victoire. Donc, je me satisfais de mon parcours. Il y a eu des moments imparfaits, mais je suis très fier d'être passé par-dessus. C'est intéressant, puis c'est clair, surtout quand on demande aux gagnants est-ce que tu jouerais différemment. Ben il l'a dit lui-même, tu sais, il a gagné, fait que probablement que s'il jouerait différemment, peut-être qu'il gagnerait pas, tu sais. Fait que non, c'est ça. Mais c'est intéressant quand même qu'il voyait des choses qu'il aurait pu changer. Mais c'est sûr, c'est après avoir vu l'émission, etc. Mais quand même. Ensuite, j'ai demandé quelle est ton opinion sur l'île de la Rédemption? Bien évidemment, je suis heureux que ce revirement a fait partie de ma saison. Cependant, je peux reconnaître que ce n'est pas une twist parfait selon les puristes de Survivor. Pour ma part, avant d'en avoir fait partie, ça ne me fâchait pas. J'aime les épreuves et les secondes chances méritées. Je me rassure en me disant que, premier point, ce sont les règlements de la saison qui ont été établis par la production avant qu'on commence à jouer. Deuxième point, la rédemption n'a pas commencé au début. Tous les joueurs ont dû survivre à la préfusion pour se rendre à ce revirement. Troisième point, si j'avais à passer par la rédemption, je n'aurais pas vraiment pu mieux la faire. 4 épreuves, 4 victoires. Je pense que j'ai mal lu. Si j'avais à repasser par la rédemption, je n'aurais pas vraiment pu mieux la faire. Ok, je pense que c'est peut-être la façon dont c'est écrit. 4 épreuves, 4 victoires en première place. J'en suis très fier. Quatrième point. Contrairement aux fois qu'on a vu des twists du genre aux États-Unis, j'ai marqué aux États, mais on va dire États-Unis, je suis revenu dans le jeu sans avantage. Effectivement, je pense que ça c'est bon à souligner parce que surtout l'île Exile Island, c'est la même chose. Les joueurs revenaient. Redemption Island, je me souviens pas avec quoi ils revenaient, mais Exile Island, ils reviennent en jeu puis ils se font donner, mettons, une immunité. C'est beaucoup, là. Déjà que tu as une chance de revenir, en plus, ils te donnent une immunité. Fait qu'effectivement, je pense qu'ils l'ont bien joué pour Survivor Québec, de juste, tu reviens en jeu puis t'as une autre chance. Puis son autre chance l'a amené jusqu'à gagner. Fait que franchement, il n'y avait pas besoin de l'immunité, d'une immunité gratuite ou quelque chose comme ça en plus. Et son dernier point sur l'île de la rédemption, petit bonus.
La façon que je suis sorti était méga malchanceuse, effectivement. Pour vrai. Double conseil, surprise, 2 immunités cachées, sorti avec 2 votes sur 10. Donc je ne me sens pas trop mal d'avoir eu accès à une deuxième chance. Effectivement, de ce point de vue-là, c'est vrai. C'est tombé sur une double élimination. Pour vrai, c'est assez rare qu'il y en ait des doubles éliminations. Fait que c'était malchanceux. C'était effectivement malchanceux. Et il clôt sur l'île de la Rédemption. Je rajouterais que l'île de la Rédemption a été beaucoup plus éprouvante côté endurance mentale qu'on l'a vu à la télévision. Sylvain et moi avions une belle relation et on essayait d'être divertissant pour les caméras quand elles étaient là, puisqu'on savait qu'on faisait une émission de télé après tout. Ce qu'on n'a pas beaucoup vu, ce sont les longueurs, la rumination, etc. Imagine-toi 15 jours avec quasiment rien, c'était difficile d'une autre façon que dans le jeu principal, oui, mais difficile quand même. Absolument, c'est clair. Ben, j'avoue que j'avais pas pensé non plus, mais c'est vrai que tu sais, les 5 à 10 minutes qu'on voit peut-être, mettons les 5 minutes qu'on voit par épisode de 20 minutes, c'est de l'île de la Rédemption. Ça a l'air cool, pis tout, pis c'est avec la poule, avec la petite cocotte, pis tout ça, pis c'est fun. Mais j'avoue que, tu sais, les 23h55 autres minutes qu'il y a, ça doit pas être évident, là, tu sais, il y a peut-être pas la pression, mais il dit que c'est quelque chose de mental, il y a peut-être pas la pression stratégique, parce que t'es là pour participer au défi rendu là, mais ça reste que ça doit pas être évident. Puis, en tout cas, une chance aussi, il était deux, tu sais, il était tout le temps avec Sylvain, ça devait être plus facile de passer au travers de ça. Ensuite, j'ai demandé, quel a été ton défi préféré et ton pire défi? Mon défi préféré a définitivement été le labyrinthe au top 4. En plus d'être une belle victoire pour moi, c'était très stimulant de défricher les symboles et les flèches. Chaque collier récolté était un vrai boost d'adrénaline. Mon pire défi a assurément été le poteau au top 5. Je savais que l'endurance allait être ma pire catégorie dans les épreuves. On mélange ça avec mes pieds qui ont déjà des problèmes, ma peur des hauteurs et la fatigue générale d'être à Survivor. Je n'ai pas aimé ça du tout. Effectivement, honnêtement, ben, ces deux points sont tant son meilleur défi, je comprends pourquoi. Tant que le pire défi, je comprends aussi pourquoi. Le défi du top 4 d'être les yeux bandés, puis il faut qu'il aille trouver des indices, puis des colliers. C'est un défi qui est vraiment... Il ressemble pas à beaucoup d'autres défis. Fait que déjà de pouvoir participer à ce défi-là, c'est cool. Puis en plus qu'il ait gagné, fait que je comprends pour vrai qu'il ait beaucoup aimé. Puis même chose pour le pire défi. C'est pas un joueur d'endurance. C'est à peu près le plus gros défi d'endurance qu'il y a. Ça, puis peut-être le défi de se tenir en dessous des cages dans l'eau, là. Mais, tu sais, se tenir sur le poteau comme 3 heures de temps, puis se tenir en dessous des cages pendant 2 heures, pour quelqu'un qui est pas d'endurance, c'est clairement des défis. Je me souviens pas s'il a bien performé dans l'affaire des cages, mais ça devait pas être un défi qui a apprécié aussi, suivant ce qu'il vient d'écrire. Pardon. Ensuite, quelle était ta préparation pour le jeu? Je te dirais que j'ai principalement fait les choses suivantes pour me préparer. Une seconde, je vais tousser. Excellent. Donc, premier point qu'il a fait, écouter beaucoup de Survivor, tant dans ma vie que pendant le processus de sélection. Me demander ce que je ferais dans les situations auxquelles les joueurs faisaient face. Penser quelle force que certains joueurs utilisaient que je pourrais aussi appliquer, noter des erreurs à éviter, etc. Donc, je pense qu'il n'a pas juste écouté l'émission, il a étudié l'émission. Bon move, bonne stratégie. Ensuite, un autre point qu'il a donné, apprendre des techniques de survie variées comme la construction d'abris, la pêche et le feu avec du magnésium. Si on m'avait, je vais juste arrêter mon téléphone qui vibre. Yes, sir! C'est une sonnerie, faut pas que j'oublie d'y aller tantôt parce que ça va pas être drôle si j'oublie d'aller faire ce qu'il faudrait faire. Ok, donc il a dit ensuite apprendre des techniques de survie variées comme la construction d'abri, la pêche et le feu avec du magnésium. Si on m'avait envoyé en exil, j'aurais pu me débrouiller. Sérieusement, c'est très bon.
l'aspect survie de Survivor, particulièrement au début, il faut que tu obtiennes ton feu, faut que tu construises un abri, faut que tu décides où est-ce que tu le mets ton abri, faut que tu trouves de la bouffe. Euh, c'est vraiment un aspect qui est très important. Puis je pense que c'est une bonne idée de se préparer comme il dit qu'il le fait. Ensuite de ça, le troisième et dernier point qu'il a donné, il a dit pratiquer une bonne variété de casse-tête déjà vu à Survivor. Malheureusement, aucun des casse-têtes que j'ai pratiqués m'ont servi. Donc, je sais pas exactement quel casse-tête il a fait, mais ça arrive, je veux dire, il y a tellement de défis différents dans Survivor que c'est dur de savoir lequel va être là, puis etc. En fait, tu peux pas vraiment savoir lequel va être là. Fait que non, donc, mais ça reste que c'est une bonne pratique. Même si ces défis-là ont pas été là, ça reste qu'il y a dû avoir. C'est juste de faire des concepts, ça va pratiquer ton cerveau à quelque chose. Fait ça reste une préparation que, même si ça lui a pas servi directement, c'est sûr que ça lui a servi. Ensuite, huitième question, je lui ai demandé comment te réadaptes-tu à la vie quotidienne après le jeu. Il y a des hauts et des bas. Dans les hauts, il y a définitivement les retrouvailles avec mon copain, ma famille et mes amis. Ça a fait beaucoup de bien de les revoir. Aussi, retrouver les choses qu'on prend pour acquis comme l'abondance de nourriture, de confort, moyens de transport, etc. Effectivement, c'est fou comment, quand tu le regardes à la télé, c'est fou quand tu penses, ok, le parallèle avec qu'est-ce que nous on a. Là. Moi, quand je regarde l'émission, c'est tout le temps le côté de nourriture. Je suis comme, au vrai, je peux descendre dans le fridge puis manger comme plus que qu'est-ce qu'ils mangent en 2 semaines, quasiment. Fait que non, c'est. Ouais. Et sinon, il a dit le plus difficile, je te dirais que la réintégration sociale était assez rough. Quand tu passes 2 mois à te demander si tes relations sont vraies, entouré de gens qui sont à l'aise de te mentir et te manipuler, tout ça en faisant toi-même la même chose aux autres, ça fait que tu reviens et que tu remets constamment en question ta véridicité. Ah, pardon, je savais pas que c'était un mot. De tes relations et les gens qui t'entourent. On va faire une parenthèse dictionnaire. Véridicité. Je sais que ça existe, je veux juste qu'on lise la description. Nom féminin littéraire, caractère véridique, véracité, exactitude, la véridicité d'une anecdote. Merci Nicolas, tu viens de me faire apprendre un mot. Et ça conclut justement l'aspect difficile. Effectivement, tu es dans un jeu où ce que la manipulation quasiment puis le mensonge sont quasiment obligatoires. Fait que tu fais spinner ton cerveau d'une façon, ça prend du temps, j'imagine, à le ramener comme dans la vie normale. Ensuite, je lui ai demandé est-ce difficile de ne rien divulguer du jeu pendant plusieurs semaines? Oui et non. Oui, parce que c'est la plus belle fierté de ma vie et que je voulais tant la partager avec mes proches. Donc oui, c'est difficile pour ça. Non, car je voulais qu'ils vivent les hauts et les bas au maximum, surtout vu mon parcours assez atypique. Effectivement, il y a eu un parcours très particulier. Fait que je comprends son argument de oui et de non. Puis effectivement, ça doit être ça le plus dur. T'sais, les gens qui sont proches de toi, t'as envie de leur parler, mais tu peux pas. C'est pas évident. Ça doit pas être évident. Ensuite, dernière question que j'ai posée à Nico. Avec quel joueur parles-tu encore? Pas mal tout le monde, franchement, mais surtout les joueurs de la fusion, car pendant la diffusion, on n'avait pas le droit de parler aux joueurs de la préfusion. Ah, ok, je comprends le point que Martine. Ok, parce que Martine, elle avait dit que. Ok. Martine avait dit qu'elle avait pas le droit de se parler entre eux, mais là, ça fait une autre dimension de sens. Là. Donc, c'est les gens de la préfusion n'avaient pas le droit de parler aux gens de la fusion. Si je comprends bien. C'est ça que je crois comprendre. Euh, Ensuite, il dit j'entretiens des relations positives avec toute la gang et j'en vois plusieurs ici et là. Récemment, on s'est retrouvés au chalet de Karine. Isabelle nous reçoit bientôt pour un après-midi avec toute la cohorte. Je vois Sylvain souvent dans un souper avec nos partenaires ce soir. Tous les Gatinois, on a un brunch de planifié ce dimanche. J'ai hâte de déménager à Montréal pour voir plus souvent mes amis de la saison qui habitent dans ce coin-là. Ils font tous partie de ma vie, pour de bon. Je les aime bien trop. Donc ça revient un peu. Il y a vraiment quelque chose qui s'est formé, je pense, avec tout le monde dans la saison. Ça revient un peu à ce qu'il vient de dire. Fait
c'est cool. Puis on voit la relation, tu sais, le temps qu'il a passé avec Sylvain justement sur l'île, la rédemption, puis là, il voit encore Sylvain souvent. Il y a vraiment quelque chose dans ces deux-là qui s'est créé de puissant. C'était la dernière question que j'ai posée à Nicolas. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir pris le temps de répondre à ces questions, d'avoir mis les détails comme tu en as mis en plus. C'est vraiment très apprécié. Donc, pour revenir aussi, merci beaucoup, Denis. Merci beaucoup, Justine aussi. Et ça fait le tour pour la partie 2. C'était une partie, je pense que c'était plus long que la partie 1, mais c'était beaucoup moins de montage pour moi. Je veux juste pogner ça, pitcher ça sur Internet. C'est plus rapide de mon bord. Puis, vous me direz si c'était plus, moins intéressant que la petite patente avec du montage, puis 9N4 que j'avais fait. Puis c'est ça. Puis je vais m'ajuster si c'était comme vraiment pas écoutable ce que je viens de faire là. Mais, en tout cas, j'ai l'impression que ça va être intéressant pareil. Donc là-dessus, vous savez comment ça marche. Si vous aimez ça, ces vidéos-là, vous pouvez vous abonner, partager, faire toutes ces affaires-là. Vous savez comment ça marche, là, je le dis tout le temps. Fait que, faites-le si vous voulez pas, faites-le pas, c'est pas grave. Je vous aime pareil. Moi et tout, je m'abonne pas à toutes les chaînes que je vois dessus sur YouTube. Et là-dessus, je vais aller sortir mon linge de la sécheuse parce que c'est pour ça que mon téléphone a sonné tantôt. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté la vidéo et on se revoit pour la prochaine. Bye bye!